Dans une scène, c'est très fréquent qu'on ait plusieurs repères. Imaginons par exemple un avion qui se déplace dans le ciel. On peut avoir un repère fixe lié au sol, donc lié à l'observateur, et un repère mobile lié à l'avion. Et on veut passer des coordonnées d'un repère à un autre repère. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On va considérer une base B formée de trois vecteurs E1, E2, E3, donc qui forment une base de R3. Et on va considérer un vecteur V dans l'espace. Donc faisons le dessin, on a trois vecteurs, E1, E2, E3. Ce n'est pas forcément une base orthonormée directe, c'est trois vecteurs qui forment une base quelconque. Et dans R3, on a un vecteur V. Alors qu'est-ce que c'est que les coordonnées de V dans cette base-là? En fait, le vecteur V ou n'importe quel vecteur, il se décompose sous la forme x fois vecteur E1 plus y fois vecteur E2 plus z fois vecteur E3. Et donc ce qu'on appelle les coordonnées de V donc dans la base, c'est le vecteur grand X formé des coordonnées x, y, z. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur V, mais on est obligé de préciser dans la base B. Maintenant, imaginons une seconde base. Donc on a d'autres vecteurs, toujours pas forcément une base orthonormée, donc que je vais appeler F1, F2, F3. Donc ça va former une deuxième base que j'appelle B', formée des trois vecteurs F1, F2, F3. Et on va considérer le même vecteur V, donc le vecteur V ne change pas, mais on veut l'exprimer dans cette nouvelle base B'. Et donc le même vecteur V, il admet des coordonnées qui ne sont pas les mêmes. Donc je vais noter x', y', z', les coordonnées du même vecteur V, mais cette fois dans la base B'. Et donc maintenant, le but, ça va être comprendre comment est-ce qu'on passe de x à x' ou de x' à x. Voyons la formule de changement de base. Donc on a un vecteur V dans l'espace, on a une première base B et les coordonnées du vecteur V dans cette base B, on les a appelées x. Donc ils sont formés de petit x, petit y, petit z. Et on a une seconde base, B'. Et les coordonnées du même vecteur V dans cette base sont x', y', z'. Et maintenant, comment est-ce qu'on passe de grand X à grand X'? La formule est la suivante, c'est la formule de changement de base. X, c'est P fois X', où P, c'est ce qu'on appelle la matrice de passage qu'on va définir juste après. Donc vous avez ainsi le lien entre grand X et grand X'. On exprime les coordonnées dans l'ancienne base, ce qu'on appelle l'ancienne base, c'est la première base B, en fonction des coordonnées dans la nouvelle base B'. Alors, c'est la formule, on peut penser qu'elle est un peu dans le mauvais sens, puisqu'on a les coordonnées de l'ancienne base en fonction des coordonnées dans la nouvelle. Mais ce n'est pas grave, parce que la matrice P de passage est toujours inversible, et donc, en fait, si on veut les coordonnées de la nouvelle base en fonction des coordonnées dans l'ancienne, c'est x' égale à P-1 fois x. Alors maintenant, il me reste à vous expliquer comment est définie cette matrice de passage. Je vous donne la façon dont elle est définie. Donc on appelle matrice de passage cette matrice P. Elle est définie colonne par colonne. Et chaque colonne contient les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base. Donc ce qu'on appelle la nouvelle base, c'est la seconde base, c'est la base B'.
Et ces coordonnées des vecteurs de la nouvelle base doivent être exprimées dans l'ancienne base. L'ancienne base, c'est la première base B. Bon, ça peut faire un petit peu peur, on va faire un exemple juste après, mais sur nos deux bases ici, qu'est-ce que ça signifie pour notre matrice de passage P? Ça va être une matrice 3, 3. La première colonne de cette matrice, ça va être le vecteur F1 exprimé dans les coordonnées E1, E2, E3. La deuxième colonne de la matrice P, ça va être le vecteur F2 exprimé toujours dans la base E1, E2, E3, donc qui est l'ancienne base. Et évidemment, la troisième colonne, c'est le vecteur F3 exprimé dans la base B. Voyons un exemple dans un cas simple mais qui arrive fréquemment, c'est que la base de départ est en fait la base canonique de R3 avec les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et puis on a une seconde base qui, elle, est un peu quelconque. On a un vecteur qui est donné dans la première base, l'ancienne base, la base canonique, et il a pour coordonnées 5, 6, 8. Je note ces coordonnées grand X. Et donc le but, c'est de trouver les coordonnées de ce même vecteur, mais dans la nouvelle base B'. Alors pour ça, on a dit qu'il faut commencer par calculer la matrice de passage P, qui va se calculer de la façon suivante. Donc la première colonne de P, c'est le vecteur de la nouvelle base, le premier vecteur de la nouvelle base, exprimé dans l'ancienne base E1, E2, E3. Mais comme E1, E2, E3 est la base canonique, les coordonnées de F1 sont tout simplement 1, 1, 0. Et donc, en fait, on a juste à recopier ici le vecteur et ça forme la première colonne de notre matrice de passage. Évidemment, la deuxième colonne, on fait la même chose avec le second vecteur de la nouvelle base. Et dans l'ancienne base, ce vecteur, il s'écrit 0 fois 1, 0, 0, plus 2 fois 0, 1, 0, plus 1 fois 0, 0, 1. Et donc, en fait, on a juste à recopier en colonne les coordonnées du second vecteur. Et même chose pour le troisième vecteur, qui s'écrit donc 1, 2, 3. Et donc, en fait, notre matrice de passage, elle s'obtient immédiatement par lecture de la nouvelle base. Mais ça, c'est valable, bien sûr, parce que la première base, c'est la base canonique. Maintenant, la formule de changement de base nous dit que x, c'est p fois x'. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le contraire. On veut x' en fonction de x. Et donc, pour ça, on a dit qu'il fallait calculer l'inverse de p. Alors, calculer l'inverse d'une matrice, ça demande un petit peu de calcul. Je vous donne ici directement le résultat. Donc, on a un facteur 1/5 devant tous les coefficients. Et ensuite, c'est une matrice qui s'écrit comme ça. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est x' qui s'écrit l'inverse de p fois x. Donc, on vient de calculer p-1. X, c'est ce vecteur-là. Et donc, on fait facilement le calcul. Et on trouve que les coordonnées de x' sont 2, moins 1, 3. Et donc ça, c'est les coordonnées du vecteur défini par 5, 6, 8 dans la base canonique, mais c'est les coordonnées maintenant exprimées dans la base B'. On va maintenant voir une formule un petit peu plus compliquée qui concerne le changement de base pour une application linéaire qu'on avait appelée aussi une transformation vectorielle. Donc on considère une application linéaire, autrement dit c'est ce qu'on appelle une transformation vectorielle. Comment ça s'écrit? Donc on va prendre une première base B de R3. D'accord? Comment ça s'écrit une application vectorielle? C'est une transformation qui a un vecteur x exprimé dans cette base,
transforme ce vecteur x en un vecteur y toujours exprimé dans cette base sous la forme A fois x, où A, c'est une matrice 3, 3, puisqu'on est dans l'espace, et on appelle A la matrice de F dans la base B. Et maintenant, on prend une seconde base B', qui est aussi une base de R3, et à ce moment-là, un vecteur, on va noter x' ses coordonnées, parce que ce n'est pas les mêmes que dans la base B, il est transformé toujours par la même application F en un vecteur y' qui est B fois x'. Il n'y a pas de raison que la matrice dans la base B' soit la même que la matrice dans la base B. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est imaginons qu'on ait défini notre transformation vectorielle par sa matrice A dans la base B. Eh bien, on veut trouver l'expression de la transformation dans la base B', c'est-à-dire qu'on veut trouver la matrice B. La formule est la suivante, c'est ce qu'on appelle la formule de changement de base pour les applications linéaires. B, c'est P-1 à P. Donc si vous connaissez A, vous en déduisez la matrice B. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est P? P, c'est toujours la matrice de passage, comme on l'a défini auparavant. Donc de la base B, donc de l'ancienne base, vers la nouvelle base. C'est la même matrice qu'auparavant. Il faut garder à l'esprit qu'une transformation vectorielle quelconque, en général, ne préserve pas les angles. Alors, on peut le regarder facilement sur un petit exemple. On prend ici un triangle rectangle. Et pour éclairer, par exemple, cette face-là, il est important de connaître un vecteur orthogonal à l'élément de surface. Donc, ce vecteur-là, en fait, il passe par l'origine. On va dire que l'origine, c'est le coin inférieur gauche. Et il passe aussi par le milieu donc de la face qu'on veut éclairer. Transformons ces objets par une transformation très simple à x, y. On va doubler les abscisses, donc on fait 2x, et puis on conserve l'ordonnée telle qu'elle. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça conserve les ordonnées, donc ça conserve la hauteur de notre triangle. Par contre, sa base, elle est multipliée par 2. Donc voici l'image de notre triangle. Et maintenant, regardons l'image de notre vecteur qui nous servait pour l'éclairage de l'objet de départ. Le vecteur, il est toujours issu de l'origine. Il passe par le milieu donc, de la face à éclairer. Et vous voyez que ce vecteur-là n'est plus du tout un vecteur orthogonal à notre élément de surface. Et donc, ce vecteur-là ne peut plus servir pour l'éclairage. Donc, dans une transformation vectorielle, les angles ne sont pas préservés. Donc, pour que ce soit le cas, on va avoir besoin d'une notion, c'est-à-dire la notion de matrice orthogonale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une matrice orthogonale? C'est une matrice qui vérifie la propriété suivante, A transposé fois A est égal à l'identité. Une autre façon de le voir, c'est de dire que l'inverse de A est en fait égal à sa transposée. Et maintenant, on va avoir le résultat suivant. On va prendre une application, une transformation vectorielle, ou si vous voulez une application linéaire définie donc par x, on associe f de x qui est égal à a fois x. Une application linéaire, c'est défini par une matrice. Et ici, on va supposer que la matrice A est orthogonale. Alors à ce moment-là, notre fonction f, elle préserve les angles et aussi les longueurs. Alors on a même une formule un petit peu plus générale, en fait, elle préserve le produit scalaire, c'est-à-dire que f de x scalaire f de x', c'est égal à x scalaire x'. Donc si vous avez deux vecteurs orthogonaux au départ, le produit scalaire est nul.
eh ben, à l'arrivée, le produit scalaire, il sera nul aussi.